Bienvenue à tous. Bienvenue à tous pour ce numéro spécial de Terres et Vignes de l'Aube, le magazine du monde agricole. Difficile pour vous de deviner le thème de notre émission. Aucun indice sur moi, aucun indice sur Christian. Je cherche encore. Nous allons donc fêter Noël durant cette émission et pas n'importe comment. Nous avons décidé de relever le défi de vous proposer un Noël, un menu de Noël 100% au bois. Et oui, parce que l'agriculture va être présente à Noël comme tout au long de l'année sur les tables de tous les foyers. Et le défi ce soir, c'est tout simplement d'essayer de faire une table de Noël, mais avec des produits au bois, que ce soit de la viande, du poisson, j'en dis pas plus. Place au sommaire. C'est parti. Confit, cidre, caille, escargot et même saumon pour les fêtes. Terres et Vignes relève le défi d'un menu festif au bois. En plateau sur les marchés, des producteurs présentent une sélection de recettes goûteuses. La rubrique « Comment ça marche ?» permet une immersion durant le déroulement du concours des jeunes agriculteurs. Et en fin d'émission, grâce à la rubrique « Contre-champ », vous pourrez même vous procurer et décorer un sapin de Noël made in Aube. Aujourd'hui, Terres et Vignes de l'Aube, Marie, terroir et produits festifs. Avec nous pour parler bien de ces plats, de ces menus de fête, deux invités, notamment Gérard Hoth. Avec votre fils, vous êtes producteur de pommes à Aupuiseau et vous les transformez sur place. Bonsoir. Bonsoir. Question générale, on va parler de repas de fête. Est-ce que pour vous, qui faites du cidre, est-ce que la période de fin d'année est importante et est-ce qu'on vous demande des choses très spécifiques? Oui, forcément, cette période est très importante pour nous. On sent très bien un élan très, très fort. Et je voulais justement avoir quelque chose de différent à proposer, parce que le cidre est un produit festif, mais pas, à mon avis, pas suffisamment. Et donc, on a voulu sortir un produit qui ressemble plus à un cocktail qu'un cidre. Alors, par exemple? Alors donc nous avons élaboré donc une recette à base de cidre, bien sûr, c'est quand même la base, ça reste du cidre, mais malgré tout nous avons rajouté de la cannelle et des agrumes, de l'orange, pour justement corser un petit peu ce cocktail pour le public. Mais allez-y, hein, vous pouvez vous permettre d'ouvrir. Et donc c'est la nouveauté cette année, le jus de pomme à côté. Voilà, justement, à la demande des clients, on nous a reproché justement que dans le cidre il y a de l'alcool forcément, et que dans Noël forcément à boire, surtout avec modération. Mais Noël, c'est aussi dédié aux enfants avant tout. Et c'était dommage de se priver de la jeunesse. Et donc, nous avons sorti un cocktail à base de jus de pomme, dédié donc... Alors, on va dire que c'est l'apéritif. Allez-y. Tout à fait, on met en place l'apéritif. J'adore le décapsuleur en forme de sabot. Une remarque tout de même, il y a écrit organique sur la bouteille de cidre. Pourquoi? Tout à fait. C'est la version anglaise en fait du bio, hein, puisque nos produits sont commercialisés à l'étranger. Donc sur ce produit, sur le cidre, nous sommes sur les pays finlandais notamment, puisque c'est suite à cette demande d'un client finlandais que nous avons sorti ce produit. Alors, Gérard nous prépare l'apéritif. Christian, voilà, comment on constitue notre menu 100% au bois? Bon, on a déjà des boissons pour les plus jeunes et les adultes à consommer avec modération. Et pour un menu de fête 100% terroir local, merci. Ça semble difficile. Prenons par exemple l'exemple du poisson, Fabrice. Alors le poisson, on ne sait pas trop, à part aller le pêcher. Voilà, Norvège. Pas loin, mais surtout beaucoup plus près. Et je propose de voir où exactement pour du saumon. Dans l'Aube. Dans l'Aube, à Estissac. Incroyable. Bonjour, donc je m'appelle Sandrine Mesley. Bienvenue au domaine du Moulin d'Aiguebaude à Estissac. Donc ici nous élevons truites et saumons depuis plus de 40 ans. Nous élevons le saumon et nous le proposons frais et fumé. Alors ici on travaille toute l'année, pas qu'à Noël, et on élève truites et saumons toute l'année grâce à une trentaine de bassins ici. Donc on a une occupation annuelle, 365 jours sur 365, et y compris nos chambres d'hôtes également. Voilà les saumons qui sont destinés à être consommés pour les fêtes et tout au long de l'année. Ce sont des bêtes de 4 ans. Donc on les élève ici, on a les parents et on fait on a les œufs et on les élève pendant 4 ans tout doucement dans de l'eau fraîche et bonne. L'eau de la Vanne qui est une très bonne rivière et on est très peu loin des sources. Au niveau de la qualité, la chair est beaucoup plus moelleuse et le goût est très doux et il y a très peu de gras. Les filets sont très peu gras. C'est un poisson élevé en 4 ans. Qui n'est absolument pas poussé. C'est beaucoup plus long que les produits qu'on a l'habitude de trouver en Norvège, au Danemark.
qui sont élevés en un an et demi et qui peuvent faire jusqu'à 8-10 kilos. En période de fête, vous pouvez venir chercher donc chez nous directement votre saumon fumé sous 2 formes de conditionnement, ou bien en filet entier tranché, ou bien en petits paquets qui vont de 2 à 6 tranches. Et nous le proposons aussi tout au long de l'année, pas uniquement pour les fêtes. Pour le saumon frais, vous pouvez venir donc le chercher également ici. Le mieux, c'est 48 heures à l'avance pour que les chairs posent bien et que vous ayez une cuisson parfaite du produit. Pour les fêtes, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. Le saumon fumé au bois. Voilà une première idée assez incroyable, assez inédite pour ce repas de Noël. D'autres idées avec notre deuxième invité, Denis Aubry. Bonsoir. Vous êtes, je crois, implanté à Saint-André-les-Vergers et vous proposez d'autres délices, des confits. La présentation est déjà assez appétissante. De quoi s'agit-il? Montrez-nous. Alors, premièrement, des réductions de champagne, donc des confits de champagne brut rosé, confits de ratafia de champagne. Nous allons les associer avec de la truffe, de la marne, avec du safran de l'Aube, de la fève tonka, du massy, confit de whisky bourguignon. Ça, c'est le petit dernier, il a 1 mois. Alors, rien que les noms donnent très envie. On a vu à l'instant le sujet avec le saumon, c'est de la vente directe. Vous, on fait comment pour pouvoir se procurer? Y a-t-il d'autres modes de distribution? Absolument, donc épicerie fine sur 3 pour rester sur 3, donc le bec fin 3, boutique 23, la crèmerie Dominique, en voici 3 parmi tant d'autres. Le champagne vient d'où? Chassenay d'Ars, Ville-sur-Ars. Une petite idée de recette comme ça. En fin de compte, ce sont des produits qui vont accompagner. Voilà. On va prendre un exemple, le champagne brut, les foie gras, magique, les Saint-Jacques, fin de cuisson, les fromages, type chaours, type comté. Champagne rosé, on est plus sur le fruit, les desserts, les crêpes, les gaufres, les chocolats, les nappages de tarte, les fraises, les melons en saison. Oh là, ça m'intéresse. Ratafia de champagne, on est magret de canard, on est dessert aux pommes, on est fromage. La truffe, on est foie gras, viande blanche, rouge, gibier, fromage, tout fromage, étonnant sur les fromages. Ensuite, le safran, on va plus aller sur le monde de la mer, les poissons, les Saint-Jacques, les crustacés. Le golfe de la forêt d'Orient le met sur sa carte des desserts. Il le sert sur une tarte fine aux pommes chaours. Ensuite, la fève tonka, on est dans le monde du chocolat, dans le monde du dessert. Je me permets. Ah, mais faites donc. Discrètement. Sans problème. Oh, Fabrice, on va passer un sujet pour justement discrètement continuer. Alors, je propose de continuer afin de trouver des idées de recettes, comme on vient de le voir à l'instant. Et à présent, notre défi, trouver des escargots avec lesquels on ne passe pas 10 minutes à les mâcher comme des chewing-gums. Défi relevé, et ça se passe là aussi dans l'Aube, direction... Il n'est pas de Bourgogne. Et il n'est pas de Bourgogne, vous avez tout compris, vous allez vous aussi comprendre pourquoi cette remarque. Le coup de foudre pour l'escargot, il date depuis toute petite en fait. Aujourd'hui, à passer la trentaine, je me suis lancée avec mon mari et mes filles. L'ail, le persil, tout est frais, donc forcément la digestion va mieux. Une fois que le four est bien fort, vous enfournez directement. Oui. Et par contre, il ne faut pas partir très loin, ça va très vite, entre 6 et 8 minutes selon le four. L'escargot est beaucoup plus moelleux que les autres qu'on a pu goûter, que les Bourgognes, oui. Les escargots Bourgogne qui sont consommés en France sont ramassés, sont issus de ramassage des pays de l'Est. Donc là, on propose de l'escargot gros gris. Donc ce n'est pas de l'escargot de Bourgogne. L'escargot gros gris, c'est le seul escargot élevé en France. L'élevage consiste à faire donc grossir la bête relâchée en mai naturellement. C'est-à-dire que les escargots évoluent dans un parc entouré de végétation. Tous nos escargots sont transformés chez nous dans notre laboratoire de transformation où on met un point d'honneur à travailler en frais. Alors on propose l'escargot classique à la bourguignonne. Tous nos escargots sont courbouillonnés au chablis. On les propose aussi pour les personnes qui aiment les cuisiner à leur façon. On les propose en tout nu. Les tout nus, d'après ma fille, c'est les escargots qui ont perdu leur coquille. Et on les propose en coquille naturelle ou en croquille. Donc là, c'est une petite gaufrette et je vous garantis qu'à l'apéritif, avec un petit verre de chablis à côté, ça passe tout seul. Sur ce, bonne fête, bien sûr. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et n'oubliez pas, le poulet, l'œuf, le veau et l'escargot fermier doivent être sur vos tables pour les fêtes. Gérard Roth, une question après avoir vu ce sujet. Mais là, on parle de produits de fête. Mais est-ce que c'est vraiment une période cruciale pour vous en termes de chiffre d'affaires? Là, vraiment, on parle d'entreprise. Oui, c'est une période très importante, une période de plaisir. On doit se faire plaisir avant tout. C'est quand même le résultat aussi d'une longue année de labeur. Donc, c'est une
l'automatisation d'un travail qui a été très long. Il y a plus de commandes ? Il y a plus de commandes, on sent vraiment une volonté et de découverte aussi, parce que c'est aussi de la découverte. Non seulement on veut se faire plaisir, mais on veut aussi découvrir. On veut découvrir les produits de la région. On veut surprendre sur les tables, quoi. Voilà, exactement. Donc ça, c'est extrêmement important. Denis Aubry, vous proposiez d'associer vos confits à des recettes traditionnelles type foie gras. Et est-ce que ça suffit ou est-ce que les consommateurs demandent toujours plus d'inventivité, de créativité dans la manière de faire des plats, y compris avec vos produits? En fin de compte, ces produits-là sont simples d'utilisation, ils vont accompagner. Donc ça arrive au dernier moment, quoi. C'est voilà pour donner une petite touche finale. C'est ça. Ouais. Les gens les utilisent surtout comme ça. Ouais. C'est ce qui est intéressant. Et vous aviez combien de recettes au départ et aujourd'hui vous avez d'autres en projet? Il y a des petits sous le coude, encore, mais... Top secret. Ah voilà, c'est un peu top secret. Ouais. Christian, on a trouvé du poisson, des escargots. Je suppose que pour la viande, ça a été plus facile dans l'Aube. Oui, bien sûr, parce que dans l'Aube, on trouve à la fois du bœuf, de l'agneau, du foie gras même, aussi au bois, du canard. Et tout ça m'a semblé trop facile. Donc je suis allé au marché Jules Guesde à Troyes. Et là, j'ai découvert une viande plutôt raffinée qu'on peut consommer toute l'année. Je vous laisse la découvrir. Bonjour, nous sommes sur le marché de Jules Guesde à Troyes, place Jean Massé, et nous sommes exploitants agricoles à Pellédère. Nous élevons des agneaux et des cailles. Alors la production de cailles sur l'exploitation, elle est de 40 000 cailles par an, avec une vente sur les marchés, une vente sur les bouchers, sur les restaurateurs et quelques GMS aussi. On en mange toute l'année. Premièrement, c'est excellent, c'est bien à tendre, et puis on peut les manger sous plusieurs formes, comme vous voyez ici, en vitrine. Alors pour Noël, nous avons fait des cailles farcies. Donc ce sont une caille qui est désossée aussi. On a enlevé toute la carcasse pour que ce soit plus pratique pour le client à consommer. Et à l'intérieur, on a mis une farce à base de caille, de porc, foie de caille et puis c'est cognac. Ensuite, nous avons la caille au foie gras. Donc ça, c'est une caille qui est prête à consommer. Il y a juste à ouvrir les emballages. On peut la trancher, la mettre sur des toasts pour l'apéritif, ou alors la mettre sur des assiettes d'entrée avec une salade verte pour agrémenter. Il y a la tourte de caille au Riesling aussi qui marche pour les fins d'année. On la sort du mois d'octobre jusqu'aux périodes de Pâques. Qu'est-ce que vous conseillez pour les œufs de caille? Les cuire durs pour faire soit en œuf pour l'apéritif, ou alors on peut aussi les ouvrir et les faire cuire au plat et les remettre sur un petit toast pour l'apéritif. Bonne fête de fin d'année. Et voilà, il ne manque plus que les desserts. Et justement, on a une petite particularité, une petite sucrerie, ça s'appelle les épices royales de bonbons. Denis Aubry, à quoi ça ressemble? C'est quoi ça? Ça ressemble, en fin de compte, nous allons puiser la recette dans le monde médiéval. D'accord. Donc déjà à l'époque, on servait ce type d'assemblage, ça s'appelait les épices de chambre. Donc on est sur un assemblage de 3 épices, de l'aniver, du fenouil et de la coriandre. C'est enrobé de cassonade. C'est de préférence à servir sur un café, sur un thé, sur une fin de repas. C'est complètement digestif, ça va rafraîchir la laine. Alors, ça excite bien les papilles, je peux vous le dire. Tenez, je vais goûter. Hop, hop, hop. Voilà, vraiment, c'est vraiment encore une particularité assez incroyable. Et évidemment, c'est l'histoire de se faire plaisir avec une certaine originalité. Et c'est au bois. On va continuer, évidemment, ce parcours de Noël avec nos différentes rubriques et notamment le retour sur l'actu. Et durant cette émission, on évoque évidemment des produits de fête issus du terroir de l'Aube. Il existe un lieu dans l'agglomération où on peut se procurer une partie d'entre eux. Oui, ce lieu, c'est le Drive Fermier. Il regroupe près de 25 producteurs autour d'un système de vente via l'Internet. C'est donc un drive, tout simplement. Celui-ci a fêté ses 1 an d'existence le 27 novembre dernier. Et à l'occasion de cet anniversaire, ces producteurs ont voulu créer un événement. Alors, leur choix est plutôt original. Ça s'est porté sur une forme plutôt inattendue de distribution. Ils ont créé un marché éphémère. Alors, pourquoi ce choix à l'opposé du principe de la vente sur Internet? Je propose d'entendre à ce propos les explications du président du Drive Fermier. Alors, un petit souci technique. On va tout de suite écouter, maintenant. On avait beaucoup de remontées sur notre site internet comme quoi les gens voulaient bien commander mais ne voyaient pas la tête des producteurs et la tête des produits. C'est rigolo et c'est symbolique, c'est qu'on refait
un marché de producteurs, même si on a dématérialisé pendant un an, les gens veulent voir la matière. Ce lien d'affection envers les producteurs, les produits, et même sur un site internet ça ne transpire pas, mais les clients en ont besoin, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Le fait de mutualiser nos cercles de connaissances, ça mutualise aussi la clientèle. Et on a des clientèles croisées qu'on n'aurait pas. On est à 204 commandes au jour d'aujourd'hui. Record battu encore une nouvelle fois. Gérard Hott, que ce soit avec vos produits ou avec ceux du drive fermier, on sent de nouveau le produit de qualité en vogue, hein, la recherche du produit de qualité. Est-ce que vous confirmez cette tendance ? Effectivement, de toute façon, les gens ont besoin d'une relation de confiance. Il est important pour le producteur de bien expliquer ses produits, de les faire apprécier correctement, de ne pas tomber dans des banalisations de la consommation. Donc il faut absolument bien leur expliquer la composition des différents éléments qui peuvent rentrer dans la composition. Et je pense qu'il est très important d'instaurer cette notion de confiance. Ça, c'est plus qu'important. Et cette notion de producteur sera, à mon avis, à l'avenir encore beaucoup plus forte. Quelque part, vos produits, ils racontent toujours une histoire. Tout à fait. Un produit, c'est une relation de confiance et il doit toujours y avoir une histoire derrière. Par exemple, peut-être des noms de variétés de pommes. Entre autres. Lesquels? Nez de chat, cul d'oison, petit bon, Avrol, Vérolo et bien d'autres. Voilà, ça devient littéraire, c'est formidable. Alors, toute autre chose à présent, Fabrice, direction cette fois-ci Fontenay de Bosserie, où là c'est une femme, dans le domaine de l'agriculture c'est plutôt rare, elle s'appelle Sabine Vajou et est à la tête de Val-Terroir depuis l'âge de 25 ans. Sa mission, commercialiser des pommes de terre partout en Europe et a priori, elle a réussi puisqu'elle a été récompensée par le prix Les Femmes de l'économie 2015, Femmes à l'international. Et je vous propose d'en savoir plus sur son activité et sa vision sur la place des femmes dans l'agriculture d'aujourd'hui. Depuis 1992, à Fontenay en Bosserie, l'entreprise familiale Val Légumes conditionne des oignons. En 2004, une nouvelle activité de négoce de pommes de terre a été créée, Val Terroir. Et c'est une femme qui est à sa tête. Mon papa s'était surtout spécialisé dans l'oignon et moi globalement j'ai apporté la touche pommes de terre. Val Terroir aujourd'hui c'est 40 000 tonnes de pommes de terre. Donc j'achète des pommes de terre essentiellement dans la région Champagne-Ardenne, mais également dans d'autres régions comme la Beauce, la Picardie ou le Nord-Pas-de-Calais pour des variétés complémentaires que nous n'aurions pas dans la région. 40 000 tonnes, ça représente déjà quelques camions. Environ 1800 camions pour être précis. Rien pourtant ne prédestinait au départ Sabine, étudiante expert comptable, à prendre la tête de cette activité nouvelle. Parce qu'une femme, on l'imagine plutôt dans un bureau que dans un champ de pommes de terre. On ne l'imagine pas forcément en train de parler des engrais, des phytos avec un agriculteur. Il a fallu quelque part prouver encore plus qu'un homme son professionnalisme. Pour moi, l'avenir, c'est de travailler hommes et femmes ensemble. Chef d'entreprise à 25 ans, aujourd'hui Sabine s'implique également dans la communauté des femmes de l'économie et des jeunes dirigeants. Son parcours démontre que c'est possible et a été reconnue en devenant lauréate 2015 du prix des femmes à l'international. Sabine Vajou, souvenez-vous d'elle, je pense qu'on en entendra parler encore de longues années. À présent, nous allons voir que l'imagination en agriculture n'a pas de limite et d'ailleurs celle-ci est récompensée tous les 2 ans. Vous allez tout comprendre en regardant la chronique, comment ça marche. Christian, vous avez suivi jeudi dernier le 19e concours des jeunes agriculteurs de l'Aube. On parle des JA. 5 candidats âgés de moins de 40 ans ont participé à cette édition très importante dans l'esprit du monde agricole. Voilà, vous avez tout dit, je m'en vais. Non. Oui, en fait, il y avait parmi ces 5 candidats, ces 5 porteurs de projets absolument formidables dans leur initiative. Et d'ailleurs, on reviendra sur les 3 lauréats le mois prochain dans Terres et Vignes. Et aujourd'hui, je propose plutôt d'être dans l'ambiance de ce concours. C'est toujours une attention pour le jury, pour les candidats. Et je propose d'immerger dans ce concours des jeunes agriculteurs de l'Aube 2015. Ils sont 5 porteurs de projets agricoles âgés de moins de 40 ans. À la demande ou de leur propre initiative, ils participent à la 19e édition du concours des JA. Alors ça, il faut demander à madame, moi j'étais pas au courant. Pourquoi pour déjà faire découvrir notre métier, l'élevage et l'hicicole. On n'y pense pas, donc on est venu me chercher.
Et puis j'ai accepté parce que c'est une bonne opportunité de se faire connaître. Se faire connaître déjà auprès des 15 membres du jury. Il se compose majoritairement de professionnels en lien avec le milieu agricole et du lauréat de l'édition précédente. L'autre avantage, c'est que la médiatisation fait qu'on se fait connaître aussi du grand public au niveau du département. En 2015, un couple et 4 candidats participent au concours des GIA qui se déroule tous les 2 ans. Fiches de présentation et critères permettent d'évaluer les projets. Le principe, c'est les bonnes idées, qu'elles soient innovantes, techniques ou d'investissement dans le milieu rural. La qualification des traitements, l'intérêt des projets, la création d'emplois, l'installation, enthousiasme et créativité et le savoir-faire. On prend connaissance du dossier et la façon dont il est rédigé avant la présentation orale. Donc on va procéder au tirage au sort pour le passage des 5 jeunes. Il n'est pas encore arrivé celui-ci, donc on ne va peut-être pas le faire passer en premier. Ils ont environ à peu près 15 minutes de présentation, répartis en 2 phases. La première phase de vraiment pure présentation. Donc à peu près à 8 minutes, on va essayer de respecter à peu près le timing. Et le restant, c'est du débat avec le jury, on pose les questions. Il achète un rosier, il va recevoir automatiquement un email avec une vidéo qui va lui expliquer comment planter ce rosier. Est-ce que tu réalises de la vente directe sur le site internet? Pour t'aider. De quoi tu aurais besoin? On ne savait pas qui allait présenter quoi parce que c'est vraiment un projet de vie, un projet de couple. On a fait à peu près 2000 sapins la première année, 5-6 000 la deuxième. Moi, je voulais maîtriser toute la chaîne. Donc en restant à 1,5 hectare, on arrive à peu près à s'en sortir avec un peu de coups de main familiaux le week-end, ça passe. Il y a la transformation, les confitures, tout simplement parce que j'aime les confitures et pour moi c'était tout naturel de faire cette transformation. Si le jury est captivé par l'ensemble des projets, le moment du vote en 2 temps s'avère toujours délicat. Comme marketing, création d'emplois, pédagogie, innovation. Il y a 3 noms qui ressortent, donc là en fait le but c'est de voter pour le gagnant, pour le lauréat. Et une fois qu'on aura voté pour le gagnant, on votera une dernière fois pour le deuxième. Donc ensuite, on ajoute une voix pour les votes de la revue agricole. Et via la page Facebook, le site des GIA. C'est bien de voir des jeunes qui sont motivés comme ça. Parce que c'est pas, que ça soit l'un ou l'autre, le parcours n'est pas facile. Hein. Le partage va être compliqué. Je vais faire les totaux et puis pour l'instant, il n'y a pas de choses évidentes. Il n'y a que des projets intéressants. Peut-être que je serai influencée parce qu'il y a quand même 3 femmes sur les 5. La différence pour moi, c'est le projet original. Projet courageux qui nécessite des investissements et puis un petit peu le côté challenge. Ça y est, le jury a délibéré avec une conclusion unanime. Ce qui est rassurant, c'est que il y a de beaux projets dans l'Aube et que l'agriculture auboise est définitivement pas enterrée, elle demande qu'à évoluer et c'est très encourageant et très positif. C'est donc Jennifer et Jérémy. Lauréat ou pas, tous les participants repartent chargés de cadeaux fournis par les partenaires du concours des GIA. À découvrir donc le mois prochain dans Terres et Vignes de l'Aube. On finit cette émission spéciale Noël avec un autre objet très important, très mythique, le sapin. C'est la virgule contre-champ, c'est la rubrique contre-champ et donc après des plats de fête au bois, dernier défi à relever, trouver un sapin de Noël au bois. Non, vous avez pas réussi à pour faire mettre ça. les cadeaux au pied du sapin, oui, grâce au bien nommé Mathieu Verger, ça ne s'invente pas. À 21 ans, retenez bien, il a le goût d'entreprendre une passion depuis l'enfance, le sapin. J'ai pu le rencontrer à Bercenay en Othe et en pleine période de fête, il a bien voulu accorder un peu de temps pour voir les coulisses de son métier plutôt insolite. À 21 ans, Mathieu Verger n'a ni la tenue rouge ni la hotte du Père Noël et cependant son travail lui permet d'être présent dans les foyers au bois. Pépiniériste horticulteur. Ici, on produit que du sapin de Noël. Là, c'est la période où on fait vraiment tout le chiffre de l'année, même titre que les céréaliers qui vivent de leur métier en ne faisant qu'une récolte par an. Créée en 2013, sa société Noël Success lui permet de commercialiser 2 types de sapins. Alors ceux-ci, Norman, les aiguilles sont plus plates. Pas d'odeur, mais par contre une très bonne tenue dans le temps. Et l'épicéa, plus piquant, mais qui résiste beaucoup moins à la chaleur. Depuis Bercenay en Othe, en parallèle, Mathieu vend des coproduits arboricoles spécifiques à Noël. Alors comme coproduit, on propose du branchage premier choix pour les fleuristes, de la palme de 100 cm, ensuite de la guirlande aussi, pour tout ce qui est devanture de commerce.
et les bûches pour le support des sapins. En sélectionnant les arbres et en les passant dans la scierie, ensuite on perce et on arrive à ce résultat. Tous les copeaux, on les donne pour le paillage à la commune ou aux gens qui en ont besoin. Vente directe, grossiste ou détaillant, sur 11 hectares, 100 000 arbres sont plantés. Ceci exige un suivi permanent. Là, on arrive sur la parcelle d'essai. C'est une des premières qui avait été plantée. C'est vraiment une parcelle où on fait tous les essais de taille et de correction de branches, de fertilisation, etc. C'est la partie la plus compliquée du métier. Nous, tout de suite après la plantation, on passe tous les ans, on travaille à l'ébourgeonnement. Ça veut dire qu'on lui donne un gabarit de base. Et ensuite, on intervient en blessant légèrement la flèche principale pour le réduire en hauteur et bien le charger à ce niveau-là. Le Norman, on le met plus en terre lourde, argileuse. Et l'épicéa, on a des plateaux froids plutôt sablonneux, acides. Les sapins sont achetés en plan de 15 cm. Il faudra patienter environ 3 à 4 ans avant d'obtenir un sapin vendable grâce à ses 80 cm de hauteur minimale. Au début, vous gagnez que 10-15 cm par an. Et là, à partir de la 3e année, vous voyez, on a pris 25 cm sur la dernière saison de pousse. Jusqu'à quelle taille? Ouais. Jusqu'à 12 mètres. Alors les phases de préparation, on coupe à partir du 10-15 novembre, vraiment pour les jardineries, pour les approvisionner au début. Ensuite, on ramène les sapins sur le dépôt. On taille les pieds pour les faire rentrer dans les bûches. Et on les passe sous filet. Le sapin, parce que j'ai tiqué dessus quand j'avais 10-12 ans et depuis, j'ai pas décroché. Mathieu Verger n'est pas prêt de décrocher. Il s'est fixé pour objectif d'atteindre un roulement de 15 à 20 000 sapins par an. C'est la fin de cette émission. J'espère qu'on vous aura donné de belles idées pour vos repas de fête. Vraiment, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Nous, on commence les fêtes, on commence à trinquer. Au revoir, ciao. Allez, santé. Hein.